Les jeudis de l'Iliade. Donc, bonjour à tous, nous accueillons Rémi Martin, auditeur de la promo Iliade Donjons d'Autriche, cadre dans la fonction publique territoriale et qui va nous parler aujourd'hui de Louis Pauwels, sur lequel il travaille et il a plusieurs projets dessus. Absolument, je vous remercie. Donc, tout d'abord, merci à la Nouvelle Librairie de me recevoir et donc à l'Institut Iliade de me permettre ce moment d'échange. Alors je vous parlerai ce soir de Louis Pauwels, un personnage donc, que j'estime énormément et sur lequel, donc, comme l'a dit Étienne, je travaille, je travaillerai plutôt parce que bon, la vie familiale fait que les projets en tout cas, font une petite pause, donc je pense écrire un petit opuscule sur sa vie, son œuvre dans les mois à venir. Voilà, donc ça c'est pour la partie future. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc Louis Pauwels, c'est un homme qui est né en 1920 à Paris, qui est décédé en 97 d'une crise cardiaque. Et donc c'est un homme qui est issu d'une mère ouvrière française et d'un père belge qui était aviateur durant la Première Guerre mondiale, qui lui, en revanche, venait d'une grande famille bourgeoise de la ville de Gand. Alors ses parents sont très vite séparés à l'âge de 2 ans. Sa mère décida de refaire sa vie loin de l'atmosphère bourgeoise de la famille Pauwels, du père. Et ce sera un ouvrier au nom de Bouju qui éleva le jeune Louis et qui sera considéré donc par Louis comme un véritable père. Certaines confidences d'ailleurs de Louis Pauwels faisaient état de cet homme qui n'était alors certes pas son père biologique, mais qui était pour lui l'homme le plus admiré et le plus aimé de sa vie. Il déclara même dans son livre « Comment devient-on ce que l'on est » qu'il doit sa vraie vie à l'homme qui l'a élevé et aimé, qui lui a donné la chaleur et sa lumière. Voilà. Donc il était relativement tiraillé entre une sorte de rejet du lien génétique qui le lie avec son vrai père, au Roland bourgeois, et le devoir de faire perdurer un nom et une lignée, donc celui de Pauwels. Donc dans le même livre que j'ai cité, on lit très bien cela, cette difficulté, je dirais, à épouser, sans mauvais jeu de mots, 2 noms, donc 2 histoires, 2 routes, 2 vies, pour faire simple. Il avoua encore dans ce livre qu'il aurait dû garder le nom de Bouju, mais celui de Pauwels était, je cite, plus esthétique. Voilà. Donc, faut dire à quel point... ce choix était fondé sur des convictions assez personnelles. Donc il déclare d'ailleurs mot pour mot que c'est véritablement le nom de ses racines dans un sol, une histoire, une civilisation, et même dans le génie nordique, le fait d'avoir gardé ce nom-là. Donc c'est un homme, vous l'aurez compris, qui n'a jamais renié ce qu'il était profondément, lorsqu'il a choisi de devenir ce qu'il a été. Si j'ai choisi donc le terme d'aristocrate dans l'intitulé de ce petit exposé, c'est justement une résultante de cette contradiction interne qui l'a toujours suivi, ce conflit constant entre origine sociale populaire d'un côté et bourgeoise de l'autre. Il le dit lui-même, cette opposition entre ces deux classes l'a conduit à se vouloir lui-même aristocrate et pas forcément d'une classe définie. Après, tout montrera au fil de sa vie et de sa carrière qu'il a choisi quand même une voie relativement détachée du monde ouvrier, si on peut dire ainsi, même s'il n'a jamais voulu s'associer à un quelconque esprit bourgeois. Il s'en prenait profondément à cette mentalité bourgeoise, bien qu'il eût en lui une part de bourgeois indéniable, de par sa vie sociale et professionnelle. Il n'attaquait jamais la bourgeoisie en tant que classe, mais en tant que forme d'esprit, qu'il nommait par un néologisme assez évident, assez simple, le bourgeoisisme. Alors Pauwels aura laissé durant ses 76 années d'existence une trace indélébile dans la littérature française, tant dans son implication dans les titres de presse que dans les romans, sans oublier évidemment les essais, très nombreux dans son œuvre. Donc la richesse de cet homme, c'est qu'il ait pu toucher différents styles. On l'a vu même s'essayer à la fin de sa vie à la poésie, dans un livre qui est assez méconnu, qui s'intitule 10 ans de silence. Voilà. C'est un livre, un recueil de poèmes. Alors évidemment, il a excellé dans le domaine de la presse, avec le Figaro Magazine, dont il était l'initiateur d'ailleurs, et au sein duquel il tenait jusqu'à son départ
aux alentours de 93 de mémoire, des éditos qui étaient toujours très, très appréciés des lecteurs pour sa liberté de ton. Alors, comment ne pas citer non plus la revue Planète, hein, qui faisait un carton dans les années 60 et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, hein, brièvement. Voilà, après toute évidence, une œuvre littéraire évidemment très riche, avec des titres qui ont fait sa renommée. Donc là, il m'est impossible d'échapper au Matin des magiciens, hein, que tout le monde connaît, qui a été coécrit avec Bergier en 60. Un livre auquel bien évidemment tout le monde pense lorsqu'on évoque le nom Pauwels. Hein. Il y a eu aussi L'Amour monstre, qui fut un grand roman qui lui a permis d'être connu, qui a fait sa réputation également. Monsieur Gurdjieff dans la foulée, après Lettre ouverte aux gens heureux, Ce que je crois, l'apprentissage de la sérénité, Comment devient-on ce que l'on est, La liberté guide mes pas, et puis pour finir les dernières chaînes qui constituent en quelque sorte son testament littéraire. Alors on définit Pauwels comme un journaliste et un écrivain, mais il était au-delà du simple journaliste ou du banal écrivain. Il déconsidérait beaucoup le métier de journaliste, puisqu'il avoua dans ce testament que je viens de citer, les dernières chaînes, que c'est le manque d'argent qui l'avait contraint à épouser ce métier au début de sa carrière, durant sa jeunesse. Pour lui, alors je le cite, hein, le journalisme entravait son élan créateur et limitait sa production littéraire en se contentant d'un travail en surface et dans l'immédiat, tandis que le rôle de l'écrivain était d'explorer les profondeurs et de chercher leur temps. Alors, sans dénier un certain mérite évidemment à travers ses fonctions d'éditorialiste, il était évidemment bien plus à l'aise dans l'habit d'écrivain, qui était détaché donc du cadre stylistique cher au monde du journalisme. Et c'est dans ce registre qu'il développait d'ailleurs le mieux sa vision du monde et qu'il incarnait ce qu'il a toujours été, à savoir un aristocrate de l'esprit. Ses pensées les plus poignantes furent d'ailleurs celles que l'on retrouva dans ses essais. J'ai pris les 4 que j'estime être les plus représentantes de cela. Voilà, donc c'est justement sur la base de ces ouvrages que je fonderai le principal de mon propos ce soir, que je considère que c'est dans ces titres qu'il s'afficha le plus et qu'il montra son véritable esprit. Voilà. Je ferai une petite digression en faisant le parallèle avec une question que m'a posée François Bousquet il y a 2 jours, en me demandant quel était le livre que j'avais préféré de Louis Pauwels, et c'est Comment devient-on ce que l'on est, ici, qui est pour moi un véritable, je dirais, une véritable profession de foi métapolitique et spirituelle. C'est vraiment une œuvre qui m'a profondément marqué, qui a constitué, je dirais, le principal de ma formation doctrinale, voire politique, même si évidemment il n'y a aucune acception politique dans ce livre, dans le sens politicien évidemment. C'est d'ailleurs un livre que je conseillerais à toute personne qui n'a pas encore découvert l'œuvre de Pauwels. Beaucoup parleraient du Matin des magiciens, qui est le plus connu, le plus célèbre, mais je pense que c'est ce livre-là, en tout cas j'estime à titre personnel que c'est celui-ci qui permet de bien s'immiscer de la pensée de Pauwels. C'est celle qui résume le mieux son être, son existence. Alors, il serait évidemment tentant de dresser un portrait uniforme de l'homme et de son œuvre, mais cela serait évidemment extrêmement long, étant donné la richesse de sa vie personnelle et professionnelle. Pareil, on pourrait s'attarder sur les thématiques abordées dans ses livres, en particulier Le Matin des magiciens, de parler de planète, l'univers même romanesque de son œuvre. Mais j'ai préféré donc m'intéresser à ce que portait Pauwels d'un point de vue de l'existence métaphysique, car voilà, je considère que c'est un modèle d'homme, alors non pas à atteindre, mais fidèle en tout cas à ce que l'esprit européen a pu façonner de plus authentique dans notre période et notre époque contemporaine. Alors il ne sera pas non plus question d'établir un code moral, hein, de porter un regard rigide sur l'œuvre ou la personne, ni même de voir d'ailleurs en lui un quelconque horizon politique, même si on l'a vu beaucoup travailler au contraire sur l'enjeu métapolitique. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était vraiment son leitmotiv, en particulier dans le livre Comment devient-on ce que l'on est.
Alors, il n'a jamais été royaliste et pour autant, il prenait beaucoup de Maurras le fait que tout est politique. Alors, le b.a.-ba, je dirais, de la pensée de Maurras. Il voyait bien que l'intérêt pour la politique politicienne était vain, parce qu'elle est évidemment régie intrinsèquement par un désintéressement des idées, ce qui le heurtait beaucoup, et qu'elle croit évidemment, cette politique politicienne, faire preuve de réalisme en réduisant toujours le réel au jeu des fluctuations économiques. Voilà. Donc Pauwels, véritablement, ne s'intéressait à la politique que pour autant qu'elle prolonge le débat d'idées. Il déterminait d'ailleurs l'ultime enjeu comme étant celui des mentalités, et pour lui, la grande affaire métapolitique était de restructurer la mentalité non égalitaire, conforme à notre esprit profondément enraciné et adapté à l'avenir. C'est une citation que j'ai extraite du même ouvrage. Voilà. Alors ça, c'est un constat, bon, j'enfonce une porte ouverte, c'est un constat que la gauche avait bien saisi depuis 68. Voilà, pour saisir le pouvoir politique, il faut évidemment saisir le pouvoir culturel. Voilà, la culture, ça reste le poste de commandement de la sensibilité, du sens des valeurs et plus largement celle des idées. La politique n'est donc évidemment que le reflet et évidemment la conséquence de la métapolitique. Alors, bon, la métapolitique, je vais passer rapidement dessus. Je trouve que globalement, Pauwels s'en tire une définition que je ne retiendrai pas. Je pense plutôt ici à Gabriele Adinolfi, que à mon avis tout le monde doit connaître là, qui résume parfaitement la chose, à savoir qu'il s'agit évidemment de tout ce qui accompagne la politique, qui la détermine et qui la définit, c'est-à-dire donc de la musique à la culture, des mœurs à la recherche et de la symbolique à l'interventionnisme social. Voilà, donc en gros, l'ensemble des manipulations de l'environnement culturel. Voilà, la politique donc, se situe évidemment sur le champ du terrain, et la métapolitique, elle, se place sur celle des consciences. Voilà, donc c'est évidemment Gramsci, un théoricien communiste italien des années 20-30 que tout le monde connaît, qui avait mis en exergue auprès de l'appareil communiste italien que l'État bénéficie d'une hégémonie idéologique. Je ne vais pas revenir dessus. L'idéologie étant liée aux mentalités et aux consciences des peuples, elle rend donc évidemment possible la constitution d'une société civile influente sur la société politique, autrement dit voilà, sur l'État. Donc Louis Pauwels focalisait énormément son attention sur l'importance de la métapolitique, qu'il définissait comme le contre-pouvoir culturel qui, une fois tout à fait mûr, devient le pouvoir tout court. La métapolitique apparaît comme l'antidote pour lui d'un système politique à l'agonie. Quand la politique est le jeu de l'instant, la métapolitique est le jeu de toujours, est l'enjeu de toujours. C'est une belle formule que j'ai reprise également de sa prose. Donc ce soir, j'ai avant tout pour ambition de vous faire découvrir l'intensité du personnage Pauwels et plus que tout de l'homme face à son destin. Et donc in fine de se situer sur les traces d'un authentique stoïcien, alors aux influences pagano-chrétiennes, un peu plus païennes que chrétiennes, mais bon, après c'est un long débat pour quiconque connaît un peu l'œuvre de Pauwels. Je ne tracerai pas évidemment la totalité de l'œuvre littéraire du personnage, mais je préfère davantage me concentrer sur un pan de l'auteur qui aura donc beaucoup contribué à mon développement de formation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre cet intérêt pour l'auteur, que je pense trop méconnu, en tout cas dans les cercles d'idées qui sont proches des nôtres, et celui en particulier de la librairie, la Nouvelle Librairie. Voilà, donc, voilà, je ne prétends pas évidemment être un spécialiste de Louis Pauwels, même si je m'y intéresse maintenant depuis quand même beaucoup de mois, j'ai énormément lu son œuvre. Il a évidemment beaucoup gravité autour de la nouvelle droite dans les années 70, donc certains peut-être ici doivent peut-être connaître un petit peu l'atmosphère, l'ambiance qui régnait alors entre lui et par exemple Alain de Benoît. Alain de Benoît qui avait d'ailleurs parlé de Louis Pauwels en des termes assez flatteurs dans ses mémoires vives, un ouvrage qu'Alain de Benoît avait publié il y a quelques années maintenant. Voilà, donc Pauwels aussi, rappelons-le, est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fondateur du Figaro Magazine en 78, et il envisageait à l'époque que le Figaro Magazine devienne plus ou moins l'organe de la nouvelle droite. En tout cas, c'était une de ses ambitions, qui ne s'est évidemment pas concrétisée, mais voilà, c'était ancré dans son esprit.
Je lisais même voilà, récemment d'Alain de Benoît que Louis Pauwels, sur ses dernières années, lui tenait en tout cas une grande estime et lui apportait sa sympathie acquise à son égard dans une correspondance privée. Donc ça prouve à quel point le lien, même s'il avait été plus ou moins rompu au fil des années 80 avec un détachement du fait que le FIG Magazine s'était envolé vers des cieux un peu plus respectables, hein, pour ainsi dire. Mais voilà, pour moi, j'ai la certitude que en gros, la figure d'Alain de Benoît et plus globalement celle de la Nouvelle Droite planait toujours sur lui jusqu'à son dernier souffle. Voilà, donc je vais peut-être en décevoir certains. Je ne vais pas parler des liens qu'il avait entretenus avec certains auteurs. Je pense notamment à Gurdjieff, pour ne citer que lui, voir certaines de ses obsessions, même si je porte pas j'ai pas de portée négative sur le mot. Hein. Je pense à Planète par exemple, qui était quand même le symbole du réalisme fantastique, hein, qui mena en tout cas à l'époque, même si je l'ai pas connu, je suis pas né dans les années 60, mais à une grande ébullition intellectuelle sur les domaines très divers comme ceux de la science, de la philosophie, de la métaphysique, du paranormal, enfin bref, tout un tas de sujets. Je pense pour autant que cette revue était, à mon avis, l'un des points culminants de la vie de Pauwels, hein, et de son œuvre. Puisqu'il parlait à l'époque il partait en tout cas de postulats qui étaient assez chers ensuite à tout le reste de ses livres. En gros, hein, d'où venons-nous, que sommes-nous et où allons-nous? C'était vraiment les prémices d'une œuvre qui se voulait porter sur la métaphysique. Voilà, donc Planète était quand même une belle réussite, hein, bimestrielle, unique en son genre, parce qu'elle répondait véritablement à un besoin d'absolu et d'infini dans un monde qui s'enfermait écoutez, petit à petit sur des considérations humaines et matérielles. On était à la sortie de la guerre et on arrivait à mai 68, donc avec toutes les revendications assez matérialistes qu'on connaît. Voilà, donc Planète fut évidemment victime de son succès et finit par être apostrophé par tout un ensemble du bloc monolithique de l'époque, hein, sociologues, scientifiques, journalistes, etc. Voilà, donc je ne placerai pas ce soir le curseur là-dessus, hein, même si évidemment je considère que c'est une aventure absolument saisissante de l'œuvre de Pauwels. La science, le fantastique, même le paranormal, hein, la métaphysique, tous ces sujets sont passionnants. J'en ferai pas état, hein, voilà. Donc j'essaierai d'être court, hein. Je sais que l'attention, globalement on considère l'attention comme, en tout cas la durée de l'attention qui se situe entre 10 et 15 minutes sur tout le soir, donc je serai relativement bref. On aura après le temps éventuellement de converser autour de Pauwels à l'issue de l'exposé. Donc je vais commencer par un thème cher à Pauwels, qu'on retrouve tout au long de ses écrits, qui est celle de la révolution spirituelle. J'enchaînerai ensuite sur la philosophie qui l'a toujours guidé, qui est le courant globalement du stoïcisme, pour finir voilà, sur sa pensée aristocratique et pour moi la pierre angulaire de sa personne et de son œuvre, d'où encore une fois l'intitulé de la petite conférence ce soir. La révolution spirituelle. Donc Pauwels proposait une redéfinition du sacré. N'invoquez pas les esprits, soyez esprit vous-même, qu'il disait dans le livre Ce que je crois, qui paraît qu'il est une somme assez conséquente en termes d'analyse de l'existence. Donc ce thème-là de la révolution spirituelle est omniprésent dans son œuvre. En décidant de se réconcilier avec le monde par le haut, Pauwels porte tout d'abord ses considérations sur la place de l'homme dans le cosmos et la relation surtout qu'il entretient avec l'environnement dans lequel il évolue. Pour lui, l'homme n'est évidemment pas seulement un animal matériel, c'est un animal religieux, qui est en relation avec l'infini. C'est même cet esprit qui vole, hein, selon sa formule, et qui doit en premier lieu se battre contre le temps, dont l'éternité marque le fondement de la parfaite unité de l'âme dans l'existence. Alors pour cela, Pauwels se rattache énormément aux origines primordiales de notre héritage, alors plutôt dans sa tradition orientale qu'occidentale. Il était subjugué par l'orientalisme, sans en être un des chantres. Il n'a jamais d'ailleurs caché son admiration envers l'hindouisme. C'est un pan de Pauwels qu'on connaît assez peu, mais c'est notamment dans la Bhagavad Gita qu'il a trouvé et qu'il a puisé sa principale source d'inspiration spirituelle. C'est vraiment l'hindouisme comme moteur, en tout cas dans une période de sa vie charnière.
Il considère d'ailleurs cela comme le yoga de l'action, l'enseignement capital pour assumer justement la dualité, le faire et le non-faire, l'être là et le n'être pas là, pour reprendre sa formule. Donc Powell s'est profondément imprégné de cette métaphysique du champ du bienheureux. Alors sans citer de nom, lui il tombera pas dans l'appel de l'étranger comme un certain nombre d'hommes qui ont vu par exemple dans l'Orient, je dirais une sorte de refuge. Beaucoup d'auteurs qui sont tombés là-dedans, au point d'en arriver au final à une certaine impuissance. J'ai relevé une phrase assez peu connue dans un numéro de Planète, qui, je cite, en reprenant donc les mots de Powell, « Je n'irai pas vers la paix sublime, chaussée de babouches, dans la haine de mon propre monde, au contraire, j'irai en marchant sur ma voie occidentale, connaissant mon héritage et croyant en mon pouvoir. » Voilà. Donc, d'un côté, empreinte d'orientalisme et de l'autre refusant totalement cette aversion quasi sectaire envers ce courant de pensée. Voilà. Donc après, évidemment, un grand passage dans l'œuvre de Powell, il confronta le système de pensée judéo-chrétien, qu'il considérait comme le monde fermé, à la résistance contre le Dieu jaloux. Alors, même à la fin de sa vie, où il s'était converti au christianisme, même en 82, d'ailleurs dans des conditions très surprenantes, il est trébuché, je crois qu'il a fait une glissade malheureuse au bord d'une piscine, trébuché, ce qui lui a causé une fracture, je crois, du col du fémur, si je me souviens bien, et il aurait éprouvé le sentiment d'avoir été poussé par le doigt de Dieu. Voilà, c'est... Pour la petite anecdote, les raisons en tout cas expliquées de sa conversion, je crois qu'il avait dit cela à Alain de Benoît un jour, qui avait rapporté évidemment ses propos dans un de ses livres. Voilà, donc Powell, c'est évidemment de partager très peu les fondements de la doctrine chrétienne, et je relisais, c'est vrai qu'il y a peu son testament, là, les dernières chaînes, où il disait notamment, là j'ai pris un exemple en parlant de la messe, qu'il ne pouvait, donc je cite encore, que singer misérablement des attitudes qui ne s'apparentent guère à mes convictions fondamentales. Enfin, c'est assez clair. Il poursuit même plus loin, dans le même livre, je cite toujours, que proclamer que Dieu s'est fait homme, qu'il est né d'une vierge, qu'il a ressuscité le 3e jour sans une preuve absolue, je continue à buter là-dessus. Voilà. Donc même ce livre qui a été pour information écrit, qui a été édité en tout cas quelques mois avant sa mort, 96. Donc voilà, on se rend bien compte que même à l'issue de son existence, il avait encore du mal, malgré sa conversion, à être imprégné de cette doctrine chrétienne. Voilà, donc on l'aura saisi, il ne porte pas les racines, il ne sent pas en tout cas ses racines dans les origines du christianisme, y compris dans ces derniers instants. Il s'élève autant contre le néo-christianisme que contre le christianisme primitif. Alors c'est vrai que ça nous rappelle sans cesse l'idée du conflit du christianisme originel et de la civilisation antique. Notamment, là je pense à des auteurs comme Louis Rougier, qui avait beaucoup écrit là-dessus. Voilà. Donc cette religion qui a pourtant façonné l'Europe pendant des siècles est avant tout jugée à travers la crise de l'Église, selon Powell. Donc toujours dans le même ouvrage, il écrit bien que l'Église, avec un grand E, est un lieu de douleur, mais qu'elle est pour autant dépositaire d'éternité. Voilà pourquoi il ne faut pas voir en lui un anti-chrétien, je dirais primaire, comme le veulent les temps, et comme il était assez aisé d'en faire état dans le monde littéraire. Cela ne lui fait pas non plus perdre de vue que la catholicité revêt une permanence, une continuité de dizaines de siècles, avec évidemment l'intégration de la pensée grecque, ainsi que des mythes, des coutumes et légendes ancestrales. Voilà. Donc c'est, je dirais, dans cette mesure qu'il admire davantage l'Église en tant qu'institution civilisatrice au cours de l'histoire européenne que le christianisme en tant que doctrine religieuse. Voilà, pour moi. Pour autant, ça on l'a retrouvé tout au long de l'œuvre de Powell, toute sa vie. Il respecte toute vie religieuse, car tout homme qui prie lui est proche, quelle que soit sa religion, parce qu'il assimile l'homme à un animal religieux, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Le fait de croire est donc plus important que l'objet de la foi chez lui, et sa vision de la vie l'amenait d'ailleurs à se rapporter à l'héritage antique, qui fait la jonction entre les deux. Il invitait à la résurgence de la mentalité hellénique, celle qui considère à juste titre comme de notre plus vieux passé, notre passé réellement fondamental et initiateur. Alors la solution pratique qu'il avançait dans ses ouvrages était claire, pas besoin de réanimer artificiellement des choses mortes, car pour lui le sacré doit être véritablement ancré dans ce temps.
Voilà, donc il s'agit peu ou prou de reprendre conscience d'un héritage vieux de plus de 30 000 ans, hein, pour le refaçonner, pour le recréer sous des formes nouvelles. Voilà, en soi, donc c'est perpétuer en renouvelant la tradition, cette autorité qui choisit et nomme, transmet et conserve, indique où les trésors se trouvent et où est leur valeur. Pour paraphraser Hannah Arendt dans La crise de la culture, qui est un célèbre passage d'ailleurs. Donc tout cela participait chez lui d'une philosophie qui était chère aux anciens, avec un A majuscule. Il avançait d'ailleurs donc dans l'apprentissage de la sérénité, qui est le livre juste devant moi, qui est un livre là, qui est une véritable quête, je dirais, d'une sagesse empruntée à ses anciens, que, je cite, « Rien n'est plus précieux pour l'homme que son ordre intérieur ». Donc Pauwels développait à la fois un esprit stoïcien, mais également épicurien, qui sont donc des écoles de discipline intérieure, de courage, de puissance et plus généralement de patience et d'endurance. Cette symbiose incarnait au mieux sa totale liberté, puisqu'elle met l'ordre intérieur au-dessus des sentiments, le plaisir au-dessus de la douleur, la gaieté au-dessus de la tristesse et l'intelligence au-dessus du cœur. Une belle formule aussi que j'ai empruntée des dernières chaînes. Alors il n'y a pas de doute, c'est évidemment donc un stoïcien accompli, hein. D'ailleurs il cite très souvent Marc Aurèle dans l'ensemble de ses ouvrages, enfin en tout cas de ses essais, qui est pour lui un de ses maîtres à penser favoris. Voilà, donc il disait même de Marc Aurèle, hein, dans Comment devient-on ce que l'on est, qu'il est à la fois l'action et le détachement réunis, et par ailleurs l'engagement et le non-attachement. Donc il accordait vraiment une grande importance à ce courant de pensée. Alors, on le retrouve bien dans ses écrits. Pauwels entendait maintenir vraiment l'indifférence devant les indifférences. Pour lui, être détaché devant la vie, à l'égard du corps et des émotions, était sa conduite d'âme de toujours. Alors, donc c'est pas sans nous rappeler évidemment son appétence vis-à-vis de la Bhagavad Gita, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, hein. Je pense ici à la formule très, très célèbre, hein, agis mais sans t'attacher au fruit de l'action, voilà, qui est très connue. Donc son éthique consistait vraiment à agir de tout son être sans véritablement croire et sans attacher la moindre importance à ce qu'il faisait. Mais évidemment avec toute la perfection que donne un parfait contrôle et un parfait abandon de soi. Voilà. C'est globalement c'est mériter son âme par une présence active et qui soit en même temps détachement vis-à-vis de soi-même, hein. C'est se maîtriser voilà, par la discipline des pulsions, une chose aussi qui revenait souvent dans son Comment devient-on ce que l'on est. Voilà, c'est en quelque sorte pour lui la seule façon d'agir, le seul pouvoir de se construire soi-même. Le but de l'existence est pour lui très limpide, hein, c'est se doter de la faculté d'être cause de soi. Après, c'est être soi-même à soi-même sacrifié, hein, comme il était énoncé dans la chanson des runes de Leda à propos de Wotan, hein, si jamais cela vous parle. C'est considérer que seuls ceux qui possèdent une âme auront vécu, vu que les autres seront morts-nés. Voilà, donc Pauwels reste toutefois bien conscient que la quête de ce détachement peut rapidement aboutir à l'aseptisation de soi. Il visait bien évidemment l'inverse, hein, il comptait laisser le fatalisme de côté. Justement, c'est son version épicurien qui soulevait en lui son refus du pessimisme, de la sinistrose, comme il le nommait, hein, très, très souvent, qui est une formule très, très connue quand on parle de Pauwels. Il disait même dans la lettre ouverte aux gens heureux, mais que je n'ai pas pris, que les héros, selon son cœur, étaient les hommes qui avaient pris le parti du bonheur. Voilà, donc c'est pas aucun pessimisme, même actif, à son profit. Il appelait donc par bonheur le goût profond de la vie, hein, ce fameux panthéisme épicurien, comme j'en parlais juste avant. La certitude en gros que c'est ce monde qu'il nous appartient de modeler selon l'image que nous nous en faisons. Alors, une vie heureuse, hein, par l'intelligence et la vertu, et donc pour Pauwels une vraie noblesse. Plus encore, alors, il croyait oui au bonheur, mais il croyait qu'il y a de la vertu dans la volonté d'être heureux. C'est le plus important. Et par-dessus cela, derrière la volonté d'être heureux, il y a encore autre chose. C'est l'aspiration religieuse de l'âme à la joie, qui est pour lui le stade ultime. Parce que notre personne, hein, comme il le rappelait, recherche certes le bonheur, mais notre âme attend avant tout la joie.
Voilà, donc c'est pour lui un acte spirituel, quasiment de reconnaissance, une sorte de, comment dire, de félicité qui passe qui passe à la fois la personne et l'existence. Alors, c'est une tradition toute trouvée, la personne et l'existence, c'est l'objet de ma dernière petite partie sur la pensée aristocratique de Pauwels, qui est assez centrale. Donc il comprend bien que nous serons de nouveau une civilisation uniquement lorsque nous aurons un modèle d'homme d'une part à proposer et d'autre part vers lequel tendre. Voilà. Donc pour lui c'est l'aristocratisme qui a donné à notre civilisation un modèle d'homme, c'est d'où ma répétition constante sur ce terme-là. Il y a un passage très fort dans son livre « Comment devient-on ce que l'on est ?» Je ne peux pas m'empêcher de vous le lire in extenso tellement il me semble parfait et symbolique de la pensée de Pauwels. Donc je le cite, l'aristocratisme, c'est le sens des différences et des enracinements de chaque homme dans une histoire qui lui est propre, de chaque peuple dans une culture et de chaque culture dans une mentalité. C'est une certaine vision autre de la vie, de l'homme, du monde, du destin, inscrite de manière indélébile dans les traditions et dans les structures mentales des peuples issus de l'Antiquité et de la branche indo-européenne de l'humanité. Ceux qui célèbrent la santé, la beauté, la puissance, l'énergie, la volonté. C'est l'esprit pour lequel chiffrer n'est pas tout et pour lequel le nombre n'est pas le chef. Esprit pour lequel il y a quelque chose au-dessus du social, de l'économique, du quantitatif. La faculté délicate, les hautes énergies intimes qu'il faut pour sentir et pour célébrer la qualité. Esprit immortel qui voit dans les profonds enracinements la condition de la plus haute élévation, dans la disparité des natures humaines, la condition de l'humanité organique, dans la diversité des cultures, la condition de la culture. Voilà. Je trouve ce passage extrêmement beau. Pour moi, il est d'une clarté assez rayonnante et vraiment, il symbolise extrêmement bien l'aristocratisme que je définirais à travers Pauwels. Voilà. Donc, vous savez, plus encore aujourd'hui, plus encore que dans les années 70 et 80, à l'époque où brillait Pauwels, on vit dans une époque où l'égalitarisme prédomine. Alors, c'est vrai que j'enfonce certes une porte ouverte, mais c'est là que, en tout cas, la pensée aristocratique prend tout son sens, car elle est telle, le sens des lois de la vie et l'indistinction, et de la distinction, pardon, surtout. Elle est pour Pauwels l'un des remparts les plus élémentaires pour la survie de la conscience européenne, et on peut relier cette idée directement à celle des anciens, que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on n'est pas avec une âme, mais on la mérite ou on la gagne. C'est une philosophie qui lui tenait à cœur. Pareillement, bon, on n'est pas homme, mais il arrive qu'on le devienne. Voilà, c'est un pendant de la formule précédente. Donc Pauwels assume parfaitement l'élitisme de cette pensée aristocratique, et lui-même disait dans les dernières chaînes, dans ses derniers mots, qu'il y a eu toujours un très petit nombre d'hommes au service des grands problèmes et des grandes causes de l'humanité. Voilà, donc aucune société humaine, évidemment, ne peut prospérer sans élite. J'enfonce une nouvelle porte ouverte, vous m'en excuserez. Elle doit au contraire, donc, cette société posséder ses alphas, donc ceux qui portent en eux-mêmes l'idée d'une certaine régénération. Voilà, c'est le terme, je dirais, adéquat. Je crois que l'âme se forme par une combinaison de l'esprit et du corps qui ne se produit pas chez tout le monde. Écrivait-il à ce propos donc, dans son livre « Ce que je crois ». Pauwels ajoute que les distinctions qui forment cet aristocratisme ne dépendent pas des degrés de savoir, de pouvoir et de richesse. On en revient toujours à cette idée de contrer l'esprit bourgeois, mais encore moins de noblesse héritée. Il s'agit pour lui plus de race entre guillemets, selon les critères de qualité dans les hommes, évidemment. Donc vraiment, voilà, c'est un esprit avant toute chose. Voilà. Et pour ne pas trop dépasser mon temps de parole, je vous dirais simplement que Louis Pauwels est pour moi, par essence, la figure qui nous invite à un modèle d'homme, à tendre en tout cas vers un modèle d'homme simultanément homme de connaissance et homme d'action. Voilà. Je relevais notamment, ça c'est une formule que j'adore dans Gilles de Drieux-La Rochelle, et je trouve que cette phrase-là correspond parfaitement à l'esprit d'une part de ce petit exposé et de l'œuvre de Pauwels, qui parle donc, Gilles Drieux-La Rochelle, d'être un de ces humbles qui aident l'action et la pensée à recommencer toujours leurs épousailles. Je trouve ça une très, très belle formule qui
voilà, qui est pour moi le résumé parfait de l'œuvre de Pauwels et de sa vie. Et d'ailleurs, Pauwels ne se définissait pas autrement, puisqu'il disait à la toute fin de sa vie avec humilité qu'il était ceci et cela, un méditatif et un actif, un homme à la fois de la distance et de la participation, et en gros, voilà, un homme de l'horizontal et du vertical. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment ouvert à toutes vos questions.